L'engagisme est une forme de domination et de servitude qui a une limitation dans la durée et qui est faite sous contrat. Et donc je parlerai pour l'engagisme de servitude contractuelle. Ça fait partie de notre vie. Moi je suis mon ancêtre, c'est vrai qu'ils ne sont pas un esclave, ils sont avec un contrat de travail, l'engagisme pour travailler avec la France. Mais je suis en colère parce que, pourquoi dire le mot je suis en colère? Parce qu'ils sont discriminés nous dans toute culture et dans la religion, mais avec le mensonge, ils n'ont pas fait le travail correctement. Il a menti parce qu'il nous avait un voyage avec un retour, 5 ans après, mais il ne m'a pas donné ça. Mais il a discriminé nous de toute notre religion, notre langage. Quand je pense à la souffrance de mon arrière-grand-mère, passée comme le viol, tout ce passé, j'ai pas trop le droit de dire. Mon grand-père a été traité comme des animaux dans le fond de la cave, quand j'imagine et tout ça là. Et je me dis que voilà, la décision est prise. Je ne baisse pas le bras pour dire que je ne peux porter plainte contre l'État français. Ça, sans responsabilité. Ce serait bien que tu nous racontes qui on suit, un peu le point de départ du documentaire. Alors, la colère d'Abadi, c'est la colère d'Abadi Egata Pache, hein, donc c'est un vieux monsieur hein, qui a 70 ans passés, hein, c'est un entrepreneur réunionnais dont on m'avait parlé, donc c'est un collègue Jean-Régis Ramsamy qui est un historien, hein, qui habite à La Réunion, qui est journaliste aussi, et qui a écrit un livre hein, donc sur ce personnage, Jean-Régis, sur Abadi Egata Pache, pardon. Donc Jean-Régis m'avait parlé c'était un collègue, donc il m'avait parlé un petit peu de l'histoire de ce monsieur. J'avais eu l'occasion, moi, d'aller à La Réunion il y a 2-3 ans, présenter aussi un ou deux autres de mes documentaires. Et je m'étais dit, c'est quand même, je suis moi-même évidemment d'origine indienne, mais du Bengale, donc, et je ne connaissais absolument pas cette histoire de l'engagisme. Et lors de discussions comme ça avec Jean-Régis sur les projets qu'on pourrait faire ou pas ensemble sur l'île de la Réunion, voilà, il m'a parlé de cette histoire de l'engagisme. Alors donc après, il a fallu un peu trouver comment traiter un peu de cette question-là. Et il a écrit entre-temps un livre que j'ai lu évidemment, et je me suis dit ça serait quand même intéressant à travers, non pas un portrait, mais plutôt Abadi comme étant un fil conducteur, de raconter un peu cette histoire de l'engagisme et de poser des questions. Hein. C'est un peu le but de ce film. Je disais, on va revenir un peu sur la définition un peu plus précise de l'engagisme. Mais tu disais le fil conducteur, donc c'est que ce monsieur décide de porter plainte contre l'État français pour crime contre l'humanité, c'est bien ça? Donc effectivement, il a décidé de porter plainte contre la France en disant que l'engagisme a été un crime contre l'humanité. Donc c'est une plainte qu'il a officiellement déposée auprès du procureur hein, de Saint-Denis, mais une plainte qui a été, comme vous pouvez s'en douter, classée sans suite, hein, parce que effectivement, mais ça a été déposé par un avocat, il y a eu des avocats qui se sont saisis de l'affaire, mais effectivement le procureur de Saint-Denis, lui, a classé sans suite. Mais derrière cette plainte, l'objectif était surtout de parler de cette question de l'engagisme. Et lui, il dit, alors là, il dit clairement, voilà, nous, on a souffert, en tout cas nos aïeux, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et moi encore aujourd'hui, je souffre de ce qui s'est passé il y a même, si c'est plus de 100 ans. Et donc aujourd'hui, je veux qu'on parle de cette question de l'engagisme, et je porte cette question dans le débat national, là-bas à La Réunion, et aussi plus largement en France, et aussi aux Antilles, puisque comme tu le sais, il y a aussi, l'engagisme a aussi touché donc la Martinique, la Guadeloupe, voilà, quoi, de façon plus large, quoi. Abadi a maintenant plus de 75 ans. Il a 2 enfants et c'est maintenant Nicolas, le fils, qui gère l'entreprise familiale.
Celui-ci prend toujours conseil auprès de son père pour la bonne marche des affaires et espère aussi reprendre son combat pour faire reconnaître l'engagisme et les souffrances que ce système méconnu a créé dans la France coloniale il n'y a pas si longtemps. S'il n'avait pas fait la recherche, je n'aurais pas été au courant en fait de cet engagisme. Enfin, je savais que nos ancêtres étaient venus, s'étaient engagés pour venir travailler les terres à La Réunion. Par contre, je n'ai jamais connu l'histoire de leur traitement, de leurs conditions de vie, de leurs conditions de venue. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui doit être connu, parce que je l'ai appris il y a à peine 3 ans, donc j'avais donc l'âge de 37 ans. Mais c'est quelque chose que j'aimerais aussi qu'il soit transmis à mes enfants, puisque eux aussi, du coup, ils sont de la 6e génération de descendants d'engagés indiens. J'aimerais que ça soit connu dans les livres d'histoire, parce que ça fait partie de l'histoire de la France aussi, et très peu de Français connaissent l'histoire. J'aimerais aussi qu'on puisse avoir des relations un peu plus proches avec l'Inde. C'est un engagement fort, certes, mais en même temps, si on est capable de reconnaître des faits qui sont l'esclavage, je ne vois pas pourquoi on ne considérait pas les mêmes faits pour l'engagisme. On parle bien de traitement, et donc on assimile, nous en tout cas, on assimile l'engagisme à l'esclavagisme. Par rapport au traitement, quand bien même il y avait des contrats, quand bien même il y avait soi-disant un salaire qui pour parfois n'ont pas été payés, ils ne sont jamais rentrés chez eux. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on porte ce combat. Donc pour vous, dernière question, l'engagisme est un crime contre l'humanité? Pour moi, l'engagisme est un crime contre l'humanité. Oui, peut-être un mot sur comment j'ai découvert justement l'engagisme. C'est arrivé dans ma trajectoire militante au moment où je me mobilisais pour l'indépendance de la Kanaki. Et où j'étais entièrement surpris du faible mouvement de soutien à l'indépendance de la Kanaki ici en France, et y compris dans le monde qui se disait anticolonial, anti-impérialiste, etc. Et donc la volonté de faire le point sur chacune des colonies françaises. Et donc un travail spécifique et de recherche et de déplacement pour rencontrer des militants dans chacune des colonies françaises. Et en arrivant là-bas, en lisant, je suis tombé sur cette forme d'exploitation particulière qu'a été l'engagisme, avec le constat d'une amnésie complète. Comme si ça avait disparu de l'histoire des mémoires et théoriques et militantes. Alors l'engagisme, c'est formellement un contrat de travail. Un contrat de travail qui prend une forme de traitement exceptionnel, puisque ce sont des colonies françaises, et ces contrats de travail vont se baser sur des conditions qui sont complètement différentes du droit du travail de l'époque. Il s'inscrit dans la crise de l'esclavage, c'est-à-dire il apparaît avant l'abolition de l'esclavagisme, donc au moment de la crise de l'esclavage, c'est-à-dire au moment où on commence à avoir du mal à recruter les esclaves, parce qu'ils se révoltent, parce qu'ils marronnent, c'est-à-dire qu'ils fuient pour vivre en liberté à l'extérieur, parce qu'ils ont aussi des comportements de sabotage, où commence à se poser la question de comment maintenir les colonies sans esclavage. Et donc l'engagisme est cette réflexion juridique et politique qui va officiellement donner une couverture légale à en réalité une exploitation totale. Alors elle prend la forme d'un contrat, qui a une double caractéristique. Ce contrat, il est dans des conditions qui obligent la personne à rester. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas partir, quand bien même elle a le droit de partir, elle est contrainte de ne pas partir. Et secondo, sans aucun contrôle, c'est-à-dire que, outre que ce contrat est léonin, outre que ce contrat est injuste et inégalitaire par rapport au droit du travail de l'époque, il est en plus accompagné de pratiques qui sont celles de l'époque esclavagiste, c'est-à-dire que en plus des faibles droits qu'ils ont, ces droits ne sont même pas respectés. Ça va aboutir à une situation dans laquelle on a officiellement des salariés, mais qui sont en réalité dans une vie quotidienne d'esclaves, en termes de logement, en termes de conditions de travail, et en termes d'impossibilité de partir. Non plus impossibilité juridique, mais impossibilité pratique. Et donc on a ainsi fait perdurer la dépendance totale aux maîtres et aux grandes plantations. Et du coup, Joy, c'est une question que tu abordes en donnant la parole à plusieurs historiens, notamment qui donnent certains chiffres sur l'ampleur du phénomène à La Réunion. Voilà. Donc j'ai travaillé, comme je disais, avec surtout 2 historiens, Sully Govindin et Marie Moutou, donc je les cite, je les remercie d'ailleurs pour leur contribution. En 2 mots pour compléter ce que vient de dire Saïd,
ce qu'ils m'ont dit, et puis ce que j'ai pu lire évidemment en me documentant pour faire ce petit documentaire, ce petit film, c'est que à partir de 1848, donc la date dite de l'abolition de l'esclavage, il n'y avait plus de traite depuis déjà quelques années. Il y avait donc effectivement, comme l'a rappelé Saïd, il y avait des esclaves, et il y avait des esclaves indiens aussi d'ailleurs, qui étaient déjà sur place, qui travaillaient dans les plantations de canne à sucre. Sauf qu'à partir de 1848, et avec la montée en puissance de l'industrie sucrière, comme il n'y avait plus d'esclaves, donc il fallait faire venir des travailleurs pour remplacer justement les esclaves qui étaient affranchis. Et c'est là que le gouvernement français, l'administration française, sur la demande des sucriers, des planteurs, va aller chercher des engagés plutôt donc en Inde, donc plutôt dans les 5 comptoirs de l'Inde, avec donc le soutien, en tout cas, puisque l'Inde était britannique à l'époque, donc à ce moment-là, en concertation donc avec les autorités britanniques, anglaises, ils vont aller chercher des travailleurs engagés et ils vont les recruter dans on va dire dans les villages les plus reculés. Souvent, ce sont des gens qui sont de basse caste, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Et donc, on va les recruter comme ça dans des villages qui ne sont pas trop éloignés justement des 5 comptoirs français. Et on va leur dire, on va leur faire miroiter, venez les gars, vous allez pouvoir travailler, on va vous donner un salaire, vous pouvez amener votre femme, vous pouvez emmener aussi, si vous avez besoin, une petite représentation de vos dieux hindous. Et petit à petit, il va y avoir comme ça des engagés, des bateaux, la durée de la traversée va durer jusqu'à 1 mois. À ce moment-là, comme il s'agit de faire venir des gens pour travailler dans les plantations, faire un peu attention quand même à leur santé, etc. Et il va jusque dans les années 1870, jusqu'après les années 70, on va arriver jusqu'à une population totale de plus de 100 000, je crois que les historiens disent 118 000 personnes comme ça qui ont été enregistrées, venant effectivement des anciens comptoirs français, des gens d'origine plutôt du sud de l'Inde, surtout Pondichéry, Mahé, Karaikal, Yannaron aussi, voilà. Et quelques personnes de Calcutta aussi. D'accord. Et du coup, dans ton documentaire, il y a 2 phases de langagisme qui sont bien distinguées. Une première phase qui serait 1826-1828, j'ai bien compris. Et surtout une phase, il y a un changement radical avec l'abolition de l'esclavage en 1848 qui change à la fois le traitement des engagés indiens, le nombre qui arrive, et aussi les rapports qu'il peut y avoir entre les esclaves affranchis, toute l'équipe qu'il y avait dans le système racial entre les esclaves affranchis et les engagés indiens. Voilà. Effectivement, alors ce que disent les historiens et ce que dit aussi avec ses mots à lui Abadi, c'est que les conditions de travail et la façon dont ont été traités ces engagés, une fois arrivés sur place, alors c'est pas une parenthèse, loin de là, mais juste pour rappeler aussi au niveau historique, ils sont débarqués aussi dans un lazaret. Donc un lazaret, c'est un endroit aussi où des médecins vont, pour ceux qui ont survécu à la traversée, voilà, parce qu'il était quand même pénible, il y a pas mal de gens qui sont morts de maladie sur les bateaux, etc. Mais une fois qu'ils arrivaient sur place, ils étaient débarqués dans un lazaret qui s'appelle le lazaret de la Grande Chaloupe, donc pas très loin de Saint-Denis. Et donc de là, ils partaient dans les plantations. Une fois qu'ils avaient passé leur quarantaine, qu'ils étaient à peu près en bonne santé, on les envoyait dans les plantations. Et là, effectivement, ce que disent en tout cas les descendants d'engagés, comme Abadi et d'autres que j'ai quand même rencontrés, disent que les conditions de vie dans les plantations étaient les mêmes que ce que connaissaient les anciens esclaves, les anciens esclaves. Et donc eux ils disent, nous on a eu exactement le même sort finalement que ces esclaves. Alors ça passait par des cas de mauvais traitement, des payes qui n'étaient pas, ils n'étaient pas payés, on les obligeait à emprunter pour justement, pour que leur paye serve à rembourser les prêts. Il y avait des cas de maltraitance, voire ce que dit Abadi à un moment dans ce qu'il a entendu de ses arrière-grands-parents, c'est qu'il y avait même des coups de fouet. On était vraiment dans l'image comme ça de ces engagés qui subissaient exactement le même sort que les esclaves. Alors avec la particularité aussi, c'est assez étonnant, ça m'a un peu surpris, mais qu'effectivement il y avait des contremaîtres qui eux-mêmes étaient des esclaves affranchis, donc c'est ce qu'ils disent. C'était quelque chose dont j'avais pas idée. Alors on va parler de la classe de l'oncle Tom, il y a des références comme ça, Saïd, c'est ça. Mais donc ils disent effectivement que
voilà, on était maltraités, y compris par des anciens esclaves. Donc on s'est retrouvés comme ça complètement à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous. Et puis voilà, on a été complètement trompés. Donc c'est ce que dit, c'est vraiment le message d'Abadi aujourd'hui, c'est de dire, nous, en tout cas, mes aïeux, mes arrière-grands-parents, ils ont été trompés par l'administration française. Et donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous les engagés, les descendants d'engagés, on demande la réparation de l'État français qui reconnaisse sa responsabilité là-dessus. Et je ne sais pas si je peux ajouter un petit mot là-dessus, puisqu'on parle un petit peu d'histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un rapport qui va être, avec un commandant militaire de la marine, qui va demander un rapport conjoint entre un officier français et un officier britannique qui vont se rendre sur place, je crois que c'était dans les années 70 à peu près, donc c'est commandant Mew, je crois, il s'appelle, c'est ça, et qui en fait va dire qui va constater par lui-même, cette commission va constater par elle-même que les engagés sont effectivement maltraités, que ça n'est pas que l'État français ne respecte pas l'engagement qu'il a pris avec ses engagés. Et donc ils vont, la suite de ce rapport, ça va mettre fin. Donc les Anglais vont dire, bon, attendez, c'est quand même des sujets, c'est peut-être des sujets indiens, mais ils sont sous notre responsabilité, puisqu'à l'époque, évidemment, l'Inde est administrée par les colons britanniques, par l'administration coloniale britannique. Et donc ils vont mettre fin comme ça à l'engagisme officiellement, je dis, puisqu'il va continuer à avoir des engagés dans les plantations, mais officiellement, l'engagisme va prendre fin après la publication de ce rapport Mew. On voulait continuer à creuser un peu plusieurs aspects de cette question-là, notamment alors la question que les engagés n'ont pas été que indiens, ça a concerné aussi des malgaches, des chinois, et aussi qu'est-ce que ça a fait à la Réunion, le fait qu'il y ait ces deux régimes de travail forcé qui sont l'esclavage et l'engagisme. Est-ce que ça a créé des fractures mémorielles? Qu'est-ce que ça a fait à la société réunionnaise? Et voilà, ça serait bien de creuser un peu cette question. Je ne sais pas si Saïd, tu veux dire deux mots là-dessus? Oui, d'abord, bien resituer l'engagisme comme une forme de domination qui avait vraiment la vocation de maintenir la surexploitation liée à l'esclavage sans esclavage formel. Et donc, du coup, les colons vont tenter de toucher le maximum de personnes. Certains engagés étaient d'anciens esclaves. Initialement, c'était pensé et théorisé pour les anciens esclaves. C'est-à-dire c'était l'idée de les maintenir comme force de travail dans les plantations, avec officiellement une abolition de l'esclavage, mais des conditions de travail qui soient ceux de l'esclave. Ensuite, ça a touché effectivement majoritairement des Indiens, mais on a aussi des recrutements en Afrique. On a aussi toute une série de recrutements. En fait, l'origine, elle va vraiment être en fonction des opportunités. Et c'est parce que l'opportunité en Inde était plus facile qu'ailleurs qu'on a autant d'Indiens. Le fait qu'il y ait eu des engagés qui soient d'anciens esclaves, on va aussi utiliser leur savoir-faire sur les plantations. Et c'est comme cela qu'on va retrouver des contremaîtres. En réalité, l'oppression vécue par les esclaves affranchis dans leur passé va être réinjectée. Et donc on va avoir toute une série de gens qui maîtrisent l'économie de plantation et qui vont être là pour encadrer les engagés. Alors, quelle trace ça laisse sur la culture réunionnaise et sur les rapports intercommunautaires à la Réunion? Eh bien, c'est pas tant le fait de l'engagisme en tant que tel que la différence de traitement mémoriel qui en a découlé. Pour un certain nombre d'engagés, il y a eu un refoulement de la situation. C'est-à-dire qu'on est passé par une phase de silence par rapport à cette question-là. Ça n'est que dans un mouvement beaucoup plus récent que les nouvelles générations d'ailleurs, et s'appuyant sur des anciens, mais les nouvelles générations vont mettre en avant des revendications pour qu'on reparle de cela. Mais il y a eu toute une période où on ne parlait pas d'engagisme au même moment où les descendants d'esclaves, eux, avaient déjà ce travail de réappropriation mémorielle et de revendication autour de ça. Et donc il y a une espèce de décalage historique entre les deux, et avec le sentiment des descendants d'engagés, bien effectivement de ne pas être reconnus comme si les descendants d'esclaves étaient reconnus. En réalité, il y a une concurrence là qui est, à mon avis, explicable mais non valable, une concurrence qui est liée au traitement différencié de la mémoire par le pouvoir colonial et aujourd'hui le pouvoir qui lui succède. À côté des gens qui disent nos ancêtres étaient des esclaves, moi j'ai rencontré des gens qui disent nos ancêtres sont venus travailler à la canne à sucre, ce ne sont pas des esclaves. Ils ont eu une vie très dure, mais
n'ont jamais été esclaves, qui revendiquent haut et fort le fait que les engagés n'étaient pas des esclaves. Vous voyez, il y a quand même toutes sortes de voies qui montent pour aller dans un sens ou dans l'autre. Et c'est compliqué de régler ce problème, surtout quand ce n'est pas l'histoire qui est en jeu, quand c'est la mémoire. La question de nos ancêtres ont beaucoup souffert. Mon ancêtre a été maltraité, etc. C'est la mémoire personnelle. Ce que j'ai pu voir un petit peu sur place à La Réunion, c'est que ce débat, il est très, très fort. Hein. Il est très fort à l'intérieur donc, de la communauté Malbar. Alors je ne sais pas s'il est aussi fort dans les communautés, ce qu'on appelle les coulis, par exemple, hein, aux Antilles, donc Martinique, Guadeloupe. Mais ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a un vrai débat à l'intérieur de la communauté donc Malbar à La Réunion. Entre ceux qui disent, comme Abadi aujourd'hui, voilà, on doit demander des comptes, on demande des réparations. Alors, qu'est-ce que c'est les réparations? Ça, on verra peut-être un petit peu plus tard. Et puis d'autres personnes qui disent, bon, finalement, on est très content d'avoir été assimilé, hein, c'est le mot qui revient, l'assimilation à la française. Hein, donc voilà, c'est quelque chose, voilà, certes, nos arrière-grands-parents ont souffert, hein, ils ont beaucoup souffert, mais finalement, aujourd'hui, on a été à l'école de la République, etc., etc., et donc aujourd'hui, il n'y a pas de, voilà, bon, il y a cette image un petit peu de la Réunion qui serait comme ça une île où toutes les communautés cohabiteraient, etc., etc. Mais je pense qu'il y a quand même cette espèce de, comme l'a rappelé tout à l'heure Saïd, une espèce quand même malgré tout de concurrence mémorielle. Il y a quand même toute une communauté qui souhaite préserver comme ça une culture indienne. Alors ça c'est vraiment étonnant, quoi. Donc par exemple les cours de tamoul, bah voilà, il y a beaucoup de gens, des jeunes aujourd'hui, jeunes générations, peut-être plus que leurs parents, leurs grands-parents, qui veulent réapprendre le tamoul, une langue difficile, je peux vous le dire, et qui sont comme ça. Il y a par exemple aussi, totalement étonnant, des marches sur le feu. On continue à faire des marches sur le feu à l'île de la Réunion, qu'on ne voit absolument plus aujourd'hui au Tamil Nadu, en Inde. Des rites hindouistes, hein, on va dire, qui sont vraiment, qui ont été transmis comme ça de génération en génération, avec donc tous ces engagés, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième génération aujourd'hui, donc qui continuent à entretenir un petit peu cette mémoire des engagés. Et bon, il y a avec aussi un phénomène assez intéressant aussi, je voulais un petit peu travailler aussi là-dessus, c'est le nombre de voyages organisés pour les Malbars, hein, donc les descendants d'engagés, qui veulent retourner comme ça dans le sud de l'Inde, hein, au Tamil Nadu, dans l'Inde, pour retrouver le village d'où seraient partis leurs arrière-grands-parents, leurs aïeux et tout ça. Et il y a les enjeux mémoriels, mais il y a aussi la question, il y a des enjeux juridiques aussi, donc voilà, pour l'esclavage, tout ça s'est cristallisé autour de la loi Taubira, donc peut-être ça serait intéressant, Saïd, tu voulais peut-être dire deux mots là-dessus. Oui, peut-être juste sur le sujet auparavant, ça montre toute la complexité du débat en termes de comparaison esclavagisme-engagisme. En réalité, il faut vraiment éviter le raisonnement binaire, qui est de dire c'est la même chose ou c'est différent. Ça ne se pose pas comme ça. C'est toute la différence entre l'analogie et la similitude. Engagisme et esclavagisme, oui, il y a des analogies et des analogies énormes. Est-ce que c'est une similitude? Non, ça n'est pas une similitude. Ne serait-ce que parce que l'engagisme a été contraint pour faire survivre la dépendance de muter de forme. Autrement dit, la domination mute de forme pour maintenir le même fond. Et donc ça n'est pas la même chose et c'est la même chose. Et donc on n'est pas dans une coupure entre les deux. Autre chose est la réaction des descendants. Pour bien la saisir, on le voit bien là dans les petits morceaux qu'on a écoutés, faut vraiment prendre en compte, et on a encore du mal ici à le prendre en compte réellement, ce qu'est la violence totale de l'esclavage et de l'engagisme. C'était une violence totale. C'est-à-dire qu'on avait beau avoir un contrat, on était dans l'impossibilité de faire respecter ce contrat, et on était traité comme si on n'avait pas de contrat. Cette violence totale, elle va produire pour les descendants une vraie difficulté. Je revendique quoi? Se reconnaître se comparer aux esclaves, c'est nier l'aspect contractuel. Et donc nier cela, c'est pour eux l'impression de défendre un statut particulier, une dignité particulière des parents. Ils n'étaient pas esclaves, ils n'ont pas été mis en esclavage. Mais d'un autre côté, se contenter de cela, c'est ne pas pouvoir parler de l'exploitation. Et on en est là dans les mouvements aujourd'hui, en fonction des trajectoires des personnes, on va plus insister sur l'un ou plus insister sur l'autre.
Quant à la dimension culturelle qu'on voit bien, identitaire, et que tu soulignes à juste titre sur les voyages de retour en Inde, etc., l'engagisme, comme l'esclavagisme d'ailleurs, ça a signifié une dépersonnalisation des personnes. On a les conditions de vie, de travail, l'impossibilité de rentrer, conduisaient les personnes à avoir l'impression d'être coupées, déracinées complètement. Et donc avec l'impression que tout leur héritage était remis en cause. Une des manières de se réhabiliter pour les descendants, c'est de tenir à tout prix le lien avec le passé. Et le lien avec le passé, c'est de considérer que oui, on a une filiation et on peut retrouver une transmission. Et donc c'est pour cela que la dimension culturelle prend une place aussi importante aujourd'hui. Et on voulait aussi revenir sur élargir un peu le spectre en parlant d'engagisme. Donc Joy, tu l'as mentionné, hein, ça n'a pas concerné que la Réunion, ça a aussi concerné d'autres colonies françaises. Et même au-delà, ça concernait d'autres, ça a pu exister aux États-Unis, dans d'autres pays. Donc je sais pas, peut-être ça, tu veux poursuivre sur peut-être le cas des autres colonies françaises, en tout cas déjà pour commencer. Oui, alors on a des cas d'engagisme quasiment dans toutes les dernières colonies françaises qu'on a aujourd'hui, hein, celles qui ont été gardées, les vieilles colonies qui sont restées jusqu'à aujourd'hui des colonies, de la Guadeloupe à la Martinique, etc. On a quasiment des... Alors l'aspect quantitatif est très différent d'un endroit à l'autre, mais on a le même type de processus, qui est logique puisqu'il s'agissait de maintenir une force de travail surexploitée malgré l'abolition de l'esclavage. Partout où il y a eu des colonies de grandes plantations, on a eu le maintien de ce type de... on a vu ce type de contrat. Ce qui est extrêmement intéressant à regarder, c'est que l'ampleur de l'engagisme va dépendre de l'attitude des anciens esclaves. Là où les anciens esclaves vont aller en masse dans des contrats de travail avec leur ancien employeur, eh bien, on va avoir peu d'engagisme. Là où les esclaves affranchis vont surtout refuser de rester salariés de leur ancien employeur, enfin de leur ancien maître, eh bien, on va avoir beaucoup d'engagisme. Et d'ailleurs, c'est à la même période où on fait voter, on voit bien la préoccupation, où on fait voter les lois contre le vagabondage. Autrement dit, pour que si vous étiez un esclave affranchi et que vous refusiez d'avoir un point d'ancrage, donc de travailler pour votre maître qui vous donnait la case, si vous refusiez cela, vous étiez considéré comme un vagabond. Et donc, on a des pays comme en Guyane ou en Guadeloupe, où la masse des affranchis vont décider de ne pas dépendre de leur ancien maître. Et où là, on va donc faire un appel plus important à l'engagisme. Donc ça va vraiment être cette opération de maintenir une force de travail surexploitée sans qu'elle puisse se libérer. Et dans la continuité, ce que tu fais remarquer tout à l'heure hors antenne, c'est que la particularité quand même de l'engagisme, c'est la forme contrat. Et que du coup, évidemment, sans faire de grosses analogies grossières, quand même, on peut voir quand même que cette forme contrat, même aujourd'hui, une réflexion sur l'engagisme, ça peut permettre de comprendre certaines mutations, en tout cas des formes de régime de travail plus ou moins forcées. Absolument. Vous savez, si je peux me permettre une petite parenthèse en reprenant juste quelques concepts marxistes. Marx nous explique qu'en termes d'exploitation, il y a 3 formes de plus-value. Il y a de plus-value d'extorsion, de travail non payé. Il y a augmenter la journée de travail. Il y a augmenter la productivité. Et il nous dit, il y a une 3e forme qu'il n'étudie pas. Il la cite juste, parce qu'il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le capitalisme théorique, tel qu'il s'applique partout. Mais après, il faut revenir au capitalisme concret. Et il dit, il y a une 3e forme. C'est lorsque on ne paye pas le travailleur, on ne le paye pas assez pour qu'il puisse se reproduire. C'est-à-dire qu'on le paye en dessous de ce qu'il faut pour qu'ils puissent manger, survivre, etc. L'esclavagisme comme l'engagisme, c'est ce calcul-là. On ne va pas les payer, y compris en termes de reproduction. C'est ce qui est pour les esclaves, on disait par exemple les 7 ans d'âge utile. C'est-à-dire qu'on considérait qu'il y avait 7 ans de productivité pour l'esclave et après il allait mourir. Et donc cette forme de travail-là, quand on regarde aujourd'hui la mondialisation telle qu'elle se produit, quand on regarde les délocalisations d'entreprises, quand on regarde les conditions de travail dans un certain nombre de pays d'Afrique, officiellement il y a des contrats de travail, mais quand on regarde les niveaux des salaires, on peut se dire, on a une forme d'engagisme qui est en train de revenir. Et on retrouve des pratiques de cette époque-là qui se mettent en place, la dépendance vis-à-vis des magasins
qui appartenaient aux maîtres et là qui appartiennent aux grandes entreprises, la dépendance pour le logement, etc. On voit revenir des formes. En gros, le capitalisme d'aujourd'hui réinvente des formes de dépendance qui ressemblent, c'est pas la même chose, mais qui ressemblent à cette logique de l'engagisme. Les contrats d'engagisme étaient tous, d'après ce que j'ai compris en côté français, d'une durée de 5 ans. La question de est-ce qu'ils sont renouvelables ou pas, un grand mystère. D'ailleurs, on se demande, il y a des intervenants dans le film qui disent que les 5 ans passés, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y aurait un quart qui serait mort en tentant de rentrer, un quart qui sont rentrés, et l'autre une moitié qui serait restée à La Réunion. Et d'ailleurs, bon, pas pour les chiffres, toujours, tu as parlé de 118, 120 000 personnes environ. Il faut s'imaginer ce que ça représente par rapport à l'ensemble de la population de l'île. C'est un tiers de la population. Exactement. Donc, je ne sais pas si vous avez des éléments sur le renouvellement du contrat d'engagement, mais l'absence d'éléments sur ce renouvellement montre bien que voilà, c'est des déchets. On les traite les gens comme des déchets, quoi. Juste pour dire l'importance de ce documentaire pour moi et du fait de poser ces questions-là, c'est que ça me semble absolument essentiel aujourd'hui d'éviter le piège de l'idée de débat qui concernerait le passé, qui ne concernerait plus le présent. Ce qui est intéressant en parlant de l'engagisme, c'est de montrer la chaîne de continuité, ce qui ne veut pas dire que c'est la même chose dans toute la période, mais la chaîne de continuité qui va de l'esclavage à l'engagisme, puis au code de l'indigénat à l'époque coloniale. Autrement dit, on n'a pas eu un moment dans lequel, d'un seul coup, les États coloniaux et l'État français en particulier auraient pris conscience, auraient aboli l'esclavage et on serait passé à l'égalité. Non, on a une chaîne dans laquelle, effectivement, on voit une diminution de l'ampleur de la domination, mais qui est liée aux contraintes du colonisateur et non pas à une émancipation qui serait arrivée, etc. Et montrer cela, ça nous permet aussi de poser les formes contemporaines que peut prendre cette forme de dépendance et de domination. Juste pour un dernier mot, l'engagisme, même si à partir de 1870, on ne fait plus venir des gens à cause de, tout à l'heure je disais, du rapport Miot, l'engagisme va perdurer jusqu'en 1930 quand même. Donc avec les gens qui sont restés sur place, ils vont continuer à travailler sous la forme d'un engagisme. Le colonialisme français jusqu'à quand? Jusqu'à aujourd'hui.